Je pensais bien connaître Nelson Montfort, Nelson le golfeur, Nelson le mélomane, et bien sûr Nelson, la figure cathodique qui a su ériger avec quelques autres le journalisme sportif au rang des beaux-arts. Ce qui paradoxalement lui a valu sarcasme et caricature, comme en témoigne son ex-marionnette au Guignol. Avouons néanmoins que cela n'est pas donné à tout le monde. Surprise, je ne connaissais pas le Nelson, spécialiste des ovnis, la preuve avec son dernier livre, OVNI, sommes-nous seuls, chez Michel Lafon, coécrit avec le scientifique Ivan Kirillov. Et force est de constater que leurs arguments et analyses sont troublants, tout en posant certaines questions philosophiques sur la position géographique de l'au-delà par exemple. Tout cela valait bien une rencontre matinale, ici à la rotonde de la Muette, place de la Muette dans le 16e arrondissement de Paris, autour d'un café et d'un thé vert pour Nelson, le tout derrière le micro de Ça reste entre nous, le dernier endroit où l'on cause à bâton rompu comme de vieux amis. Bonjour Nelson, comment ça va ? Bonjour Jean-Pierre, bonjour à vous tous, ça va très très bien. Ouais. Très heureux d'être ici ce matin en votre compagnie. J'ai ton dernier livre sous les yeux, que tu m'as gentiment ramené, et très gentiment dédicacé d'ailleurs. Et c'est un livre sur les ovnis. Franchement, t'attends pas sur ce sujet. Comment en es-tu venu ? Je sais qu'il y a quelques années, tu avais déjà vu une soucoupe volante, on en avait beaucoup parlé. Il y a des gens qui prenaient ça sur le ton de la plaisanterie, tu étais avec ta femme, je crois que c'était en Savoie, si mes souvenirs sont bons. Tu sais tout. Et là maintenant, tu sors un livre qui a l'air quand même d'être une somme, écrit avec un scientifique en plus. Oui, c'est-à-dire que quand les éditions Michel Lafon m'ont contacté, au départ, c'était plus pour faire un livre de sport. Et puis, réflexion aidant, je me suis dit, effectivement, pourquoi n'aller pas vers un terrain où on m'attend moins ? Je me suis toujours beaucoup intéressé, tout d'abord déjà à la conquête spatiale, proprement dite, et puis ensuite à tout ce qui se passe dans les étoiles. Et j'ai la conviction, surtout après avoir enquêté sur ce livre, mais ce livre c'est 1 an et demi de travail, mais c'est 30 ans de passion beaucoup avant. D'années de préparation. Voilà exactement, qu'il y a quelque chose. Mais quelque chose, une vraie vie ou comment tu peux l'étayer ? Je pense que c'est ce que j'explique dans le livre. Je pense qu'il y a des vaisseaux qui avancent à une vitesse sidérante, à une vitesse que l'on ne peut pas imaginer chez nous autres terriens, et qui viennent nous rendre visite. Je pense que ces vaisseaux sont pilotés à distance, encore une fois à des distances gigantesques. Et quand je te dis ça, je ne suis pas le seul à dire ça. J'ai dans ce livre des témoignages de pilotes de la NASA. Des pilotes de chasse, des pilotes de la NASA, quel intérêt aurait-il ? Mais quel intérêt aurait-il ? Ce sont plutôt des gens cartésiens, voilà, comme exactement, toi d'ailleurs, parce que tu n'as pas le profil du fumeur d'herbe. Non, pas du tout, et encore moins de l'alcoolique, parce que je sais très bien ce qu'on peut dire. Donc moi, je ne rentre pas du tout dans ces cases-là, et j'ai la conviction, après ce travail d'enquête, qu'il y a des visites régulières, et depuis très très longtemps. Très longtemps, c'est-à-dire c'est depuis le début de l'humanité. Je pense que oui, depuis l'Antiquité. Alors évidemment, les premiers témoignages recensés en France, mais ça c'est dû à au progrès technique, etc. Les premiers vrais témoignages remontent, on va dire, au règne de Louis XV, vers les années 1750. Mais je pense que bien avant, c'est pas une date de départ. Hein. Bien avant, il y a eu des témoignages. Le problème, c'est qu'ils n'étaient pas recensés. Mais si on t'écoute, finalement, ces civilisations-là sont plus avancées que nous, si on veut parler de civilisation. Cette vie est plus avancée que la nôtre, puisque nous envoyons assez régulièrement des satellites rendre visite à des planètes comme Mars, comme Jupiter, dans notre système solaire, plus quelques-unes qui s'en vont vers d'autres galaxies qu'on ne revoit jamais. Là, en la circonstance, ils viennent de beaucoup plus loin. De beaucoup plus loin. C'est-à-dire beaucoup plus loin. C'est-à-dire que... C'est carrément... C'est plus si je te dis... justement, cette question peut presque rendre fou. Parce que où est l'au-delà ? Où est l'au-delà ? Où est-ce que ça s'arrête ? Bonne question. Oui, c'est pour ça que tu viens de la poser. Non, merci, non, mais je veux dire, c'est que tout est là. Où est-ce que ça s'arrête ? Où est-ce que ça s'arrête ? Alors évidemment, c'est sûr que les religieux, parce que je parle aussi de ça dans le livre, ont un peu plus de mal avec ça, puisque les religieux... Il y a une dimension mystique, justement, quand même, qui est importante, non ? C'est que les religieux, les ecclésiastiques, les croyants, les pratiquants, Dieu a créé la terre. Dieu a créé la terre, voilà. Les scientifiques s'opposent
enfin plutôt exactement, les croyants s'opposent aux scientifiques, et moi, dans ce livre, je donne la parole à tous. Mais justement, ton approche est tout sauf mystique, à mon avis, non? Non, elle est tout à fait cartésienne. Elle est cartésienne. Elle est tout à fait cartésienne. J'ai encore une fois, c'est un travail d'étude que j'ai fait avec Ivan Kiryov, qui est un jeune historien spécialiste des phénomènes aérospatiaux, on va dire. Une sorte de professeur tournesol très très attachant. On a travaillé ensemble pendant 1 an et demi, et c'est un travail d'enquête extrêmement sérieux, mais le livre n'est pas un ouvrage scientifique. Le livre est un ouvrage, je l'espère, coloré. Je le feuillette, voilà. C'est beaucoup plus des histoires et des témoignages que des théories avec des racines carrées. Sais-tu combien il y a de témoignages recensés depuis, on va dire, 1950, quoi, à peu près 150 millions en France, dans le monde. Non, mais ma langue a fourché quand j'ai dit en France, parce qu'il se trouve que la France est l'un des pays où il y en a le plus. Il y a 150 millions de témoignages recensés dans le monde. C'est un peu comme les miracles, en fait. Il y a un parallèle. Il y a un parallèle. Et comment est validé une apparition, justement, d'OVNI? Alors, tu vois, les miracles, il y a un protocole bien établi. Oui, alors en France, nous avons, et la France est pionnière en la matière, un organisme tout à fait officiel qui s'appelle le GEPAN, qui est le groupement d'études d'analyse des phénomènes extraterrestres, des vaisseaux, pas nécessairement des petits hommes qui en sortent, ça j'y reviendrai peut-être, mais c'est un groupement qui a été fondé en 1999, à l'époque où Lionel Jospin était Premier ministre. Je parle de cette création d'un organisme tout à fait officiel à Toulouse. Donc on y croit vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un organisme officiel chargé de recenser justement ces différents témoignages, ça veut dire que c'est ce que je disais il y a quelques minutes, qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Puis quand bien même sur 150 millions, je veux bien qu'il y ait, et nous en parlons dans le livre, des témoignages un peu folkloriques, j'accepte volontiers tout ça. Mais quand bien même n'y aurait-il qu'un, 1 sur 150 millions, je pense que, quand bien même y aurait-il qu'un, il y en a beaucoup plus, eh bien, ça veut dire qu'il faut le prendre au sérieux, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et toi, tu en as vu, justement, alors comment ça s'est manifesté, justement, quand tu as vu on a parlé d'apparition. J'ai vu ce qu'on appelle une rencontre du premier type, c'est-à-dire que, d'ailleurs, Steven Spielberg, le réalisateur américain, qu'on ne présente plus, a réalisé un film merveilleux, il y a la rencontre du troisième. Alors, premier type, c'est donc... C'est d'ailleurs celle qui est l'objet de plus de témoignages. C'est l'observation d'un phénomène, en général, très lumineux, d'un objet très lumineux, ne faisant aucun bruit. D'ailleurs, ça, c'est une constante de tous les témoignages. Il n'y a pas de bruit de moteur, de propulsion. C'est très lumineux. Et c'est donc une observation à plus ou moins longue distance. Et en général de nuit, bien qu'il y ait aussi des observations diurnes. Oui. Enfin, disons que 80-90% par la force des choses se font la nuit. La deuxième type de rencontre, la rencontre du deuxième type, c'est quand le vaisseau se pose sur Terre, et en général, c'est pas si rare que ça. C'est pas si rare que ça, et laisse des traces en général de très très forts brûlés, C'est le phénomène qui se passe à Arès sur le bassin d'Arcachon. Exactement. Où d'ailleurs une base a été créée pour souhaiter la bienvenue à d'éventuels visiteurs. Moi, je connais bien le bassin d'Arcachon, je voyais toujours ça comme un truc folklorique, mais ça n'est pas tant que ça finalement. Alors, pour toi. C'est comment non, parce que je vois des articles dans Sud-Ouest et tout, donc c'est toujours un peu de la galéjade. C'est un petit peu, c'est semi-folklorique, on va dire, mais j'aime bien le terme parce que c'est exactement ça. Mais il y a un fond de vrai. Alors après, tout ce qui a été écrit autour, effectivement, rentre dans le domaine un petit peu de la galéjade, propre souvent à nos amis du Sud-Ouest. Et puis, donc ça c'est la rencontre du deuxième type, si je puis dire. Et puis donc la rencontre du troisième type, celle qui évidemment interroge le plus, c'est le contact. Contact avec d'éventuels... Les petits hommes verts. Oui, alors là aussi, je reviens là-dessus aussi pas mal dans le livre. Tu n'y crois pas aux petits hommes verts? Non. Et d'ailleurs, je vais te dire, pour être tout à fait sérieux, je ne crois pas à la rencontre du troisième type. Je pense, encore une fois, ce que j'ai il y a quelques instants, tu vois, ça prouve, je pense, le sérieux de ce livre et le sérieux de notre étude. Je crois qu'il y a des vaisseaux de formes variées, même s'il y a quelques points communs dans les observations, qui nous rendent visite depuis des distances inimaginables et qui s'en retournent d'où ils viennent, à une vitesse également inimaginable. Quand je dis inimaginable, c'est... Je te sens c'est même la vitesse de la lumière, c'est de la rigolade à côté. Non, on parle peut-être de 60 milliards d'années-lumière. Donc ils peuvent venir de très loin. Ils peuvent venir de très loin, sachant que
Pour donner simplement une comparaison, les scientifiques pensent que la durée de vie du Soleil, qui est indispensable à la planète, est de 4 milliards d'années. Nous en sommes environ à 2,5 milliards. Donc on a encore un petit peu de temps. On sera plus mais là on pense que... Qui sait? Ouais, qui sait Hein? On sera l'influence peut-être là sous extraterrestre, une autre. ouais, Voilà. Hein? Donc je veux dire, quand on parle du Soleil, on parle de 4 milliards d'années. Quand on parle d'éventuelles visites, on parle de 60 milliards d'années-lumière. Donc bon, encore une fois, et c'est ça ce qui est fascinant. Et dans ce livre, j'ouvre beaucoup de portes, des portes d'ailleurs ouvertes à l'imagination, voire même à la poésie. La poésie, pourquoi? Parce que je trouve que, d'ailleurs, il suffit de se référer au film de Spielberg. Il y en a un deuxième qui est E.T., oui, E.T., bien qui est sûr. un film, je trouve éminemment poétique, avec cette Émouvant, musique émouvant, avec cette musique de John Williams qui accompagne, qui est un chef-d'œuvre de musique. Et puis bon, malgré tout, je veux dire, évidemment, personne n'est obligé d'y croire. Mais si on t'avait dit au 19e siècle qu'au 20e, des hommes marcheraient sur la Lune, est-ce que les gens y auraient cru? On a bien pensé que la Terre était plate. Alors justement, quand Galilée a dit « et pourtant elle tourne », il a été condamné à mort, gracié par le pape, mais il a été condamné à mort parce qu'il enfreignait tout ce que croyait l'Église, c'est-à-dire la création de l'homme, de l'univers par Dieu. Est-ce que tu penses que c'est le dernier mystère des ovnis ou au-delà des recherches scientifiques, etc. Est-ce que il y a quasiment une quête métaphysique? Je pense qu'elle s'en rapproche, oui. Je pense que je pense que les gens qui étudient ces phénomènes, nous en avons rencontré pas mal pour l'écriture de ce livre, ont forcément en eux quelque chose d'un peu irrationnel. Oui. Et c'est très bien comme ça. Oui, c'est très bien comme ça. Il n'y a rien de tangible. Alors, à part les témoignages, quand même. Oui, mais justement, c'est que ces témoignages sont si forts, si précis, et se corroborent par beaucoup d'autres, qu'à un moment donné, tu te dis, mais tous ces gens ne sont pas fous quand même, c'est pas possible. Le fait que des scientifiques comme le tien, par exemple, travaillent sur le sujet, c'est déjà une preuve, un début de preuve, même. Oui. En tout cas, c'est ce que je disais il y a quelques minutes, c'est la preuve qu'il y a quelque chose, que quelque chose existe, quelque chose qui nous échappe et qui nous rend visite, de façon extrêmement pacifique. C'est aussi ce que je développe dans le livre, parce qu'il n'y a pas eu d'agression. La science-fiction, on voit des fois, c'est un peu agressif, c'est un but alors de ça, guerre. c'est de la science, mais c'est pas de la fiction. Ouais, c'est pas de la fiction, c'est-à-dire que Yvan Kirillov, ton co-auteur, travaille sur le sujet depuis très longtemps. Oui, c'est également un grand passionné, c'est pour ça qu'on s'est hyper bien entendu. Bon, comment il en est arrivé là, d'ailleurs, à travailler sur ce sujet? Parce que c'est sa passion depuis toujours. C'est sa passion depuis toujours. Sauf que lui, contrairement à moi, n'a pas vu spécialement de je pense bien que j'ai posé la question plus d'une fois. Je dis non, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose qui existe. D'ailleurs, il est évident que le titre même, Sommes-nous seuls? Si c'est pour répondre oui, il n'y aurait pas eu de livre. Pas de sens. Tu ne poses pas de questions si tu as la réponse, voilà. Forcément. Donc, sommes-nous seuls? Non, c'est pour ça qu'il y a un livre. Et quelles sont les échéances, à ton avis? Est-ce qu'ils vont arriver de plus en plus souvent? C'est difficile à dire ça parce qu'il y a eu une vague assez importante. Je parle de la France, qui est le pays que je connais le mieux, encore que aux États-Unis, il y a tellement, et même en Russie. D'ailleurs, je vais répondre à ta question, mais s'il y a une seule chose qui, pendant la guerre froide, parce qu'il se trouve que dans les années 50, il y a eu beaucoup d'observations. Il y a eu beaucoup d'observations dans les années 50, ça s'est un petit peu calmé, et ça a repris ensuite dans les années 70. Là, dans les années 74-75, il y a beaucoup d'observations. Et en 47, en 75, c'était amusant d'ailleurs parce qu'on retrouve souvent le 5-7, le 7-5, etc. Il y a beaucoup d'observations. Ça s'est un peu calmé depuis, mais ces observations, elles restent. C'est amusant les années, le rapprochement avec les années. Je ne sais pas s'il y a des hasards. C'est un peu comme les Jeux Olympiques qui tombent les années paires. Voilà. Enfin, en tout cas, 1947, 1957 sont des années très très charnière en matière d'observation de... Oui, mais c'était guerre froide aussi, donc il y avait peut-être c'est ce qu'on disait à une époque, c'était des moyens d'intimidation un peu... Alors, il y a effectivement été prouvé de ce qu'on pensait des ovnis, c'était des rentrées de satellites dans l'atmosphère terrestre, ça a été prouvé. Il y a aussi eu notamment dans le sud-ouest, région que tu connais bien, des lanternes qui se sont élevées dans le ciel un 15 août. Et bon, c'était des lanternes rouges, un peu la chinoise. On pensait que c'était des ovnis, bon, c'était des lanternes. Ouais, tout ceci, mais moi, je suis très content également de prouver que beaucoup d'apparitions ne sont pas dues
sont logiques et sont cartésiennes et viennent de chez nous, ce qui crédibilise d'autant plus celles qui ne le sont pas. Bon, et revenons un peu sur ton domaine de prédilection, le sport. À l'origine, je crois que tu fais des études de sciences politiques. Tu pars en stage faire de la finance, et puis finalement, tu abandonnes tout pour le journalisme. Qu'est-ce qui t'a... Oui, c'est drôle parce que j'ai parlé de ça avec un humoriste que tu connais sûrement qui s'appelle François-Xavier de Maison. Bien sûr, ouais. qui était trader à Wall Street. Trader, ouais. Voilà, et qui le 11 septembre 2001 a vu tout s'écrouler, physiquement et psychologiquement, parce qu'il était à New York ce jour-là. Et j'en ai souvent parlé avec lui, et il a été vers ce qu'il souhaitait intimement faire. C'est-à-dire, il a totalement balayé. Eh bien, moi, c'est un petit peu ce que j'ai fait aussi. J'ai pas eu de révélation, mais disons que plus ça allait, plus je savais ce que je ne souhaitais pas faire. Et comme ce que je ne souhaitais pas faire était à peu près 90% des jobs qui pouvaient m'être proposés, j'ai pris effectivement des chemins de traverse qui m'ont amené... vers ce que je souhaitais faire. Des chemins de traverse courageux, mais bon, finalement, c'est une belle réussite à l'arrivée. Comment vois-tu ton parcours courageux, bon, je ne vais pas avoir la prétention de dire que c'est un parcours réussi. D'autres en jugeront à ma place. Mais en tout cas, c'est un parcours qui me convient par rapport à mes ambitions et mes rêves d'adolescent. Ouais. Ça, justement, tu rêvais de quoi quand tu étais adolescent? De champion déjà Non, pour être très franc, j'avais et j'ai toujours une grande passion pour la musique et pour la chanson. Donc en fait, au tout départ, c'était ça qui me faisait rêver. Chanteur-guitariste. Oui, ça c'est ce qui me faisait. La musique, tu as fait ton émission sur Radio Classique. Alors, et tout, donc ça c'est venu après. Bien après, mais ouais, ça c'est venu après. Tu as quand même pu réaliser ça aussi finalement. Tu as écrit des livres sur Charles Trenet aussi. J'ai une passion de mélomane, c'est-à-dire d'écouter de la musique et de la belle chanson française. Mais j'ai également un petit jardin secret qui est celui d'interprète, de chanteur et donc d'auteur de biographies et de spectacles. Tu t'étais produit sur scène d'ailleurs, non? Plusieurs fois. Olympia, non Oui, alors l'Olympia c'était une première partie, mais enfin c'était quand même l'Olympia. Sur scène, là aujourd'hui, mais là aujourd'hui, j'ai deux types de spectacles. J'ai une causerie musicale sur Jean Ferrat et sur Charles Trenet, deux artistes sur lesquels j'ai publié une biographie il y a quelques années, que j'ai développée sur scène à travers des anecdotes et des chansons, seul en scène. Et puis j'ai un spectacle sur Georges Brassens, Les Copains d'abord, où là nous sommes 8. J'ai 7 musiciens avec moi. Donc, sur scène aussi, toujours. Sur scène aussi. Et là, pareil, je compte des anecdotes sur cette vie très très riche qui était la vie de Georges, et très généreuse. Et je suis également chanteur-guitariste. Est-ce que tu as un parallèle avec les sportifs, justement, en faisant ça, ou c'est ton jardin secret disons qu'il est de moins en moins secret, puisque bon, malgré tout, voilà. Mais enfin, disons que c'est une passion de toujours. J'ai une grande passion pour la poésie, pour la langue française, et quand elle est mise en musique de cette manière qui sublime vraiment des textes, parce que de qui parlons-nous là? Nous parlons, les trois artistes sont, je dirais, à 90% auteurs-compositeurs, mais les 10% qu'il leur reste, ce sont des poèmes d'Hugo, des poèmes d'Aragon, des poèmes de Baudelaire. C'est de ça que nous parlons. Oui, bien sûr, sublimé par la musique. Voilà. Donc, je pense que c'est une... Enfin, pour moi, c'est très important. Tu as d'autres projets encore dans ce secteur? Je crois qu'on me pose parfois cette question. Je crois que, déjà, avec cette trilogie-là, j'ai envie de dire, excusez du peu, il y a pire. Il y a de quoi faire, voilà. C'est clair. Et puis surtout ces trois artistes sont non seulement des grands artistes, des grands auteurs, compositeurs, interprètes, mais en plus ils ont une vie romanesque qui évidemment dans un spectacle est très intéressante à mettre en scène et à expliquer. Oui, à expliquer, oui. J'ai des vidéos, c'est un spectacle assez abouti. Ça doit être des années de recherche, non? Parce que c'est des œuvres dont on ne fait pas le tour rapidement. Donc comment fais-tu au quotidien? Tu fais plein de choses en même temps. Un petit peu comme les ovnis. L'OVNI, c'est la passion de la chanson française, de la poésie française m'accompagne depuis que j'ai 10 ans. Et quand je dis 10 ans, c'est ça, c'est pas 10-12 ans. À 10 ans, tu étais déjà. Oui, à 10-12 ans, j'avais un précoce. J'avais un professeur de français auquel je pense pratiquement tous les jours,
qui m'a vraiment appris. Bon, il n'est plus de ce monde. J'espère qu'il est en compagnie des jolis poètes là-haut, parce qu'il le mérite vraiment. C'est lui qui m'a appris l'amour des lettres, et ça, je lui en serai éternellement reconnaissant. Tu vivais où éternellement reconnaissant. Alors, nous étions entre Paris, Versailles, un peu la Suisse. Mon père voyageait pas mal pour ses affaires, mais un livre, on peut l'amener partout. Bien sûr, tu peux le traîner. Les États-Unis aussi. Un livre, je me souviens de l'anthologie de la poésie française qui avait été compilée par Georges Pompidou. Oui, je m'en T'en souvian. souviens-tu? C'est une anthologie formidable. Une anthologie formidable. Ce livre-là m'accompagnait. Bon, alors revenons sur la poésie, Nelson. Qui m'accompagne depuis toujours, la poésie m'accompagne depuis toujours. Je dirais que la poésie et la musique m'aident à vivre d'une certaine manière, surtout quand elles sont intimement liées, comme c'est le cas chez ces artistes. Alors si tu pars par exemple suivre les Jeux Olympiques pendant quelques semaines, tu emmènes toujours des livres avec toi, de la musique. Ouais. Bon, c'est une anecdote qui va t'amuser. Mon mentor, mon parrain dans la profession était Jacques Chancel, tu te souviens évidemment, bien sûr, qui d'ailleurs avait cette curiosité de s'intéresser à tout. C'est-à-dire qu'il s'intéressait à la musique, il venait voir les plus grands artistes sur son plateau, etc. Et notamment sur le Tour de France cycliste qu'il suivait chaque été. Donc il avait autant de, il était le même avec les puissants qu'avec les modestes. Ça, ce qui est rare. C'est une vraie qualité. Une vraie qualité humaine. Moi, d'ailleurs, si on peut me dire une chose que j'essaie vraiment d'avoir, c'est celle-là. Et d'ailleurs, Jacques, je dirais même, il connaissait la terre entière. Il connaissait les rois, il connaissait les présidents, il connaissait tout le monde. Mais il connaissait également ses voisins bergers dans les Pyrénées. Et il était pareil, je l'ai vu. Il était pareil avec tout le monde. Je dirais même qu'il était sans doute encore plus, encore plus amical avec le berger qu'avec les rois. Exactement. Et donc, non, il y a une anecdote. Ça a été ton parrain dans la profession, Ça a été mon parrain dans la profession, oui. On a tous plus ou moins un parrain. Oui, bien sûr, un mentor. Je me suis pas trompé, là. Non, je me suis pas trompé. J'ai eu lui et un peu Hervé Bourges. Et là non plus, je me suis pas. Hervé Bourges, qui a été toujours un grand ami de la francophonie, avec lequel j'ai beaucoup parlé de langue et de poésie française. Et pourquoi je te parle de Jacques? Parce qu'il était sur le Tour de France cycliste, qui dure donc 3 semaines. Et il amenait 21 livres avec lui. Et imagine, le soir dans sa chambre, et là où l'anecdote est très jolie, bon, je te dis pas qu'il amenait des pavés, parce que bon, il amenait des livres, des romans. Des frères Karamazov en une soirée. peut-être pas. Mais il le laissait sur sa table de nuit, en disant ça fera peut-être plaisir pour le transmettre. Ça fera peut-être plaisir, je sais pas, peut-être à une femme de ménage, tout simplement. Mais voilà, mais si cette femme de chambre peut être intéressée par... Il était précurseur. Aujourd'hui, on laisse les livres sur les bancs. Tout ça, je trouve que c'est bien, n'est-ce pas? C'est formidable, plutôt que de les pilonner. J'ai trop de respect pour un livre pour le mettre au pilon. Jamais je ne pourrais faire ça. D'ailleurs, je pense que la plupart des gens n'arrivent pas à jeter des livres. Moi, j'arrive pas. Moi non plus, j'ai du mal. Voilà. On va jeter un livre. Et tu en as... C'est trop précieux. Tu vas en écrire encore beaucoup des livres? Tu es encore loin de la retraite, mais est-ce que comme je fais partie de ceux, au risque de surprendre, qui écrivent eux-mêmes leurs livres, parce que bon... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je sais que dans mon métier, c'est pas le cas de tout le monde. Non, on appelle, il y a des ghostwriters. Voilà, des ghostwriters. Ouais. Donc, tu parles anglais, c'est bien. Si tu veux, moi, je fais partie de ceux qui écrivent eux-mêmes leurs livres. Donc, à partir de là, je sais le travail que ça représente. Je ne peux pas sortir un livre par an, c'est impossible. A fortiori 2 ou 3 ou 4 livres par an, comme le font certains. Tu as une certaine discipline, non? Tu te lèves très tôt le matin, tu écris... Quand j'écris, oui. Mais quand je n'écris pas, non. En plus, j'essaie de trouver plutôt des périodes, disons, on va dire d'automne-hiver, où je suis un peu moins pris qu'au printemps-été, ce qui a d'ailleurs été le cas de ce livre que j'ai écrit essentiellement. Si on élimine le travail d'enquête, c'est 1 an et demi de travail, c'est 6 mois d'écriture, 4-5 mois d'écriture entre septembre et... 6-7 mois d'écriture entre septembre et février. Qui est plus facile pour moi que par exemple en ce moment, c'est certain. En ce moment, c'est-à-dire avec l'actualité, tu oui, fais pas voilà, le tournoi de tennis de Roland-Garros, peut-être. Ah oui, c'est vrai. Oui, justement, peut-être le Tour de France cycliste, les championnats du monde d'athlétisme. Enfin bref, j'ai pas mal de choses qui arrivent dans les mois qui viennent, donc voilà, je suis réaliste, quoi. C'est plus facile. Oui, tu n'auras pas le temps, de toute façon. C'est plus facile d'écrire quand je suis ici. Tu vas être pris au quotidien par les événements. Voilà. Et est-ce que tu as un modèle dans le commentaire sportif? Parce que tu as vraiment un style, d'ailleurs, tout le monde, le style Nelson Montfort, c'est reconnu par tout le monde. Je n'ai pas de modèle parce que je sais que je fais un métier de saltimbanque
duquel il ne restera sans doute pas grand-chose. Il restera peut-être, je le souhaite, c'est pour ça que je suis heureux d'avoir quelques incursions dans la... Je n'oserais pas parler de littérature, mais enfin dans le livre, dans l'écrit. Dans l'écrit. Mais je ne suis pas certain qu'on tout lira dans le commentaire. Tu sais, Jean-Pierre, les grands... Alors, bon, je pense que Jacques Chancel... Parce que tu en es sorti quand même du commentaire. Tu es toujours commentateur sportif, mais tu en es sorti. Tu es devenu une figure publique autour de ça. Peut-être, mais t'as eu ta marionnette Guignol, enfin, bon, oui, j'ai des imitateurs très talentueux d'ailleurs. Nicolas Canteloup. Oui, très talentueux. Mais tu es quand même l'unique, le seul pour. Oui, enfin, je ne sais pas. Moi, je suis quelqu'un je reste très humble devant tout ça. Je le sais, de tes qualités également. Mais vraiment très. Je veux dire, on peut me reprocher beaucoup de choses, mais je ne pense pas qu'on puisse me reprocher ça. Je me suis jamais pris pour ce que je ne suis pas. Et là aussi, le souvenir de Jacques Jacques était un homme d'une simplicité, d'une attention aux autres, d'une profonde gentillesse, intelligent, instruit, mais ne la ramenant pas. Non, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué professionnellement, beaucoup. Mais alors justement, professionnellement, que se passe-t-il dans ta tête quand tu es sur un événement sportif, la course vient de se finir, ou le match vient de se terminer, et paf, tu jaillis comme ça, et déjà, tous les sportifs te reçoivent, t'accueillent, etc. Alors que t'es quand même plutôt, je trouve que t'es quand même plutôt pas placide, mais calme, etc. Et là, paf, tu jaillis de ta boîte. Bon, déjà, comme le diable. Pas comme le diable, non, comme un type qui fait bien son boulot, je peux dire aussi. Bon, déjà, je relativise quand même beaucoup tout ça. C'est-à-dire que les années venant, je veux dire, bon, il y a des choses quand même bien plus graves dans la vie que de gagner ou perdre un match de tennis, ou gagner ou perdre un 100 mètres, ou je ne sais pas, une épreuve de patinage, ou autre, ou d'équitation, enfin bref. Donc je relativise beaucoup de ça. Je relativise. Les sportifs ne relativisent pas. C'est-à-dire que pour nous, une deuxième place dans un championnat du monde, c'est une performance formidable. Ouais, formidable. Les sportifs, ils veulent être numéro 1. Ils veulent être premier. Voilà. Ouais. Alors donc, et ça m'est arrivé plus d'une fois, notamment avec quelqu'un que tu connais sûrement, le perchiste Lavillenie. Tu vois naturellement de qui il s'agit, qui est un grand champion et qui est un winner. C'est-à-dire que bon, alors le problème c'est qu'il ne peut pas toujours gagner. Donc, c'est au Jeu de Rio, là. Jeu de Rio, il termine donc deuxième, médaille d'argent olympique. Je dis, bon, en plus dans un concours formidable. Bon, il n'y a vraiment rien à se reprocher. Je dis, bon, ben Renaud, c'est formidable, vous êtes un concours pareil. Et là, je sens que lui, il n'est pas du tout de ton avis. Voilà, pas du tout. Médaille d'argent olympique, moi, je trouve que c'est extraordinaire. Eh ben non. Et là, je me suis rendu compte, c'est pas si vieux, hein, c'est 2016. Je me suis rendu compte que je pressentais ça un peu, mais que voilà, et les sportifs ne sont pas comme nous là-dessus non, aussi. Exactement, c'est leur vie. C'est depuis tout petit, conditionné pour être le numéro 1. Exactement. Beaucoup de concurrence, peu d'élus. Enfin, bon, bref. Exactement. Donc voilà, j'ai appris ça au fil du temps et je crois que voilà, j'ai souvent tendance à dire qu'une interview, puisqu'on parle d'interview, peut être réussie ou ratée avant même la première question. Une manière d'accueillir, une manière de sourire, une manière de dire à quelqu'un qu'on est plutôt heureux de le voir. C'est pour ça, par exemple, quand un garçon comme Boss, Pierre-Ambroise, tu vois de qui il s'agit, il a le courant de 800 mètres. Bon, lui, il m'a fait pas mal de numéros, là, il parlait de son petit chat, je ne sais quoi, etc. Ouais, alors, il en rajoute un petit peu. Oui, mais pourquoi le fait-il ? Parce qu'il a plutôt confiance. Il ne va pas le faire avec quelqu'un qui, même s'il y a des centaines, même des millions de personnes qui suivent, mais il va le faire avec quelqu'un avec qui il a confiance. Oui, il y a toujours de la bienveillance aussi. Voilà, donc je me dis que là, ça, c'est au-delà peut-être de l'interview classique, et c'est surtout très au-delà, parce que ça, j'ai voulu le faire. Dès que je suis rentré dans ce drôle de métier, ne pas être uniquement considéré comme le gars qui parle anglais ou espagnol. Non, ça, j'ai pas voulu. C'est pour ça, d'ailleurs, que... Même si on retient ça aussi. Oui, mais enfin, Boss, jusqu'à preuve du contraire, ou Lavillenie, il s'exprime en français. Je veux dire, voilà. Donc, voilà, c'est pareil. Ça fait partie de ton personnage. Oui, mais pas que ça. Pas que ça. Tu vois, c'est comme quand Lou dit oui, Nelson, c'est le journaliste français qui parle mieux l'anglais, mais il n'y a que les Français qui le comprennent. Oui, voilà, un truc dans ce genre. Enfin bon, un truc dans ce genre, mais... C'est plutôt sympathique d'ailleurs, ça t'a jamais gêné Aucun problème avec la dérision, l'autodérision, ça doit être mes origines anglo-saxonnes. Mais, tu vois, je vais te faire une autre petite confidence. J'aimerais que les sportifs aient un petit peu ce recul et ce sens de... Non, ce que je veux dire, c'est que les sportifs manquent singulièrement d'humour et surtout manquent singulièrement d'autodérision. Pas tous, mais presque tous.
Mais qui, par exemple, qui en a Candeloro, c'était ton ami, mais bien sûr, lui c'était extraordinaire. Lui, mais maintenant, en plus, Philippe, il a près de 50 ans, il a arrêté le patinage de voile, donc il a ça. Mais Philippe, pendant qu'il était patineur, n'était pas... et j'en ai souvent, parce que maintenant c'est devenu comme un petit frère, j'en ai souvent parlé avec lui, pendant qu'il était patineur, était parfois assez susceptible. Est-ce que tu te rends compte que des sportifs, alors, je ne sais pas si ça va te faire sourire, si c'est la force des réseaux sociaux, des informations qui vont plus vite que certains ovnis, je ne sais pas. Ouais, attends, moi il m'est arrivé d'aller... Tiens, c'était un match de Coupe Davis contre la Croatie. On l'a perdu, là, la dernière finale. La dernière, oui. Marin Cilic, qui est le numéro 1 croate, top 5 mondial, donc gagne son match contre... On a été écrasé dans cette finale. Ça devait être contre Pouille, je ne sais plus. Et donc je vais vers lui. Il dit, je réponds pas à la télévision française. Ah. Attends, je dis, le match s'est terminé depuis 2 minutes. Il dit, vous avez dit un commentaire désobligeant sur moi. Alors déjà, c'est pas moi, parce que moi, c'est pas moi qui commentais le match, parce que j'ai pas les écouteurs en permanence, tu vois, donc je peux pas parler d'un match qui dure 4, enfin celui-là en l'occurrence, il a été assez expéditif, mais même pendant 2 heures, je vais pas avoir tout le temps, ça finit par fatiguer. En plus, t'as la foule, donc souvent je décroche, tu vois, voilà. En général, en fin de set, je mets, tu vois, pour voir ce qu'on dit un peu de ça. Donc moi, je débarquais complètement. Je dis, qu'est-ce qu'a pu dire notre commentateur 2 minutes après la fin du... Alors, notre commentateur avait dit que Cilic aurait été, ne se serait, je sais plus, soustrait à un contrôle antidopage. Moi, je n'étais même pas au courant de cette histoire. Alors, plus quand j'ai parce que du coup, j'ai réécouté le soir, et franchement, il dit rien de très méchant, tu vois, vrai. Tiens, je réponds pas à la télévision française. Je dis, mais attends, comment est-ce qu'il a pu le savoir ? Son manager, qui non plus n'écoutait pas. Mais on a dû lui téléphoner pour dire que... Non, mais t'imagines un peu. Et donc toi, tu arrives bienveillant, toujours. Totalement. Je dis, attends, mais surtout, je me suis dit, mais comment est-ce qu'il peut le savoir ? Parce que le match vient de se finir. Lui, il n'écoute pas le commentaire, de toute façon, il ne parle pas français. Et je vois, c'est intéressant, ça, aujourd'hui. Ça, c'est... Aujourd'hui, c'est une nouvelle notion, ça a bouleversé la donne un peu. Totalement. Même toi, on peut te voir avec une autre image. Totalement. Totalement. Moi, je suis pas un très grand amoureux des réseaux sociaux. Ah bon ? Ah, pas du tout. Ouais, mais c'est peut-être pas notre génération. C'est pas seulement ça, Jean-Pierre. Ça serait un peu long à expliquer, mais Tu en as souffert ou pas ? J'en ai souffert, j'en souffre et j'en souffrirai. Pas seulement de façon personnelle, mais je trouve que ça a totalement transformé la vie de notre société. Avec les fake news, etc., tout le monde peut dire n'importe quoi. Avant, ça restait au comptoir du bistrot. Aujourd'hui, des familles à table qui ne s'adressent plus la parole. Des familles à table qui sont sans arrêt sur leur téléphone. Portable. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est ça le monde que tu veux laisser à nos enfants, pas moi. Peut-être que les ovnis vont nous sauver. Ils sont peut-être bien plus avancés que nous là-dessus. Peut-être, sans doute. Pour revenir sur le sport, Nelson, est-ce que tu es devenu ami avec des sportifs ? C'est toujours un peu compliqué d'interviewer des gens et d'avoir... d'être... ami au sens du mot ami... Candeloro, quoi. Mais... Oui, alors lui, c'est un peu différent, parce que lui, déjà, il se rapproche, on a quand même une certaine... On a 15 ans de différence d'âge, mais enfin, il se rapproche quand même un petit peu plus de ma génération que des tennismen de 25 ans. Donc, et puis surtout, maintenant, on travaille ensemble depuis 10 ans. Donc, lui, c'est différent. Mais ami au sens du mot ami, non. Parce que je pense aussi que le journaliste, et je pense que tu seras d'accord, doit garder une certaine distance. Exactement. Et d'ailleurs, je pense que ça crédibilise son reportage. Ça, c'est un premier point. Mais en revanche, j'ai une complicité avec pas mal de sportifs. Je pense notamment à Raphaël Nadal qui m'a demandé 2 fois d'animer sa soirée caritative, ce que j'ai évidemment bien voulu faire, et qui depuis ne me refuse rien. Alors, comme je lui demande pas grand-chose, ça se passe très bien. C'est un bon deal. Oui, voilà. C'est un bon deal. Je crois que la seule chose que je lui ai peut-être demandé, c'est je vais peut-être demander l'heure, et encore, j'en suis pas sûr. Parce que... t'as une montre. Non, mais surtout, lui, il a une montre qui vaut je crois, 500 $. On donnera pas la marque. Non, mais je crois qu'elle vaut 500 $. Je vois très bien la marque. C'est une montre, voilà. Titane, voilà. Donc quand je dis l'heure, c'est une boutade. Il fait des matchs avec sa montre, etc. Il est tout le temps avec sa montre, jour et nuit. Enfin, vu le contrat qu'il a et vu le prix de la montre, ça peut se comprendre. C'est une montre française, on ne donnera pas la marque. Oui, voilà, exactement. Initiale RM. Oui, exactement. Je crois qu'ils sont basés dans le 8e arrondissement. Ça, c'est possible. Elles doivent être faites en Suisse. D'ailleurs, la Suisse, probablement. La Suisse, c'est un pays qui connaît bien aussi.
Oui, j'y ai fait une grande partie de mes études. Et puis, quand je vois un peu ce qu'est la Suisse aujourd'hui, je ne veux pas dire que c'est un havre de paix et de tranquillité, ce serait un peu ridicule de dire ça, mais enfin, malgré tout, déjà, c'est une authentique démocratie. Les votations, c'est formidable. Ouais, on réunit 50 000 signatures, ce qui est quand même pas énorme, et on fait une votation. Ben, mon Dieu, le politis, c'est le peuple. Politique, c'est le peuple. Eh bien, je pense que de tous les pays européens, je pense que sans doute nos amis suisses qui se sont plus inspirés des Grecs. Est-ce que la votation, c'est un peu l'équivalent du RIC ? Oui, sauf que l'un s'emploie beaucoup plus souvent que l'autre. Bien sûr. Oui, parce que le RIC, pour l'instant, on en parle. Pour l'instant, on en parle plus qu'on ne le fait. Ouais. Mais je trouve, en plus, si tu veux, qu'il y a énormément tiens, dans un sujet qui me concerne, il y a eu un RIC, enfin plutôt une votation, sur, ça va t'intéresser ça, sur la suppression ou non de la redevance pour la RTS, c'est-à-dire nos confrères de radio-télévision suisse, savoir si RTS devait être privatisé, parce que si on enlève la redevance, c'est mort. Eh bien, voilà. Alors que tout le monde pensait que ça allait plutôt être oui, ça s'inscrit plutôt dans le sens de ça. Aujourd'hui, la privatisation, bien sûr, et surtout en Suisse. Eh bien, non, pas du tout. Et ça a été voté à une très large majorité. Je crois que c'était 67 ou 70%, comme on dit là-bas. Je crois que c'était pour le maintien de la redevance. Donc voilà, ça je trouve que c'est effectivement une initiative citoyenne formidable. Oui, parce que les Suisses estiment que c'est une qualité de service public. Ouais. D'ailleurs, pour se rapprocher du sport, quand la RTS il déloge, par exemple, il y a RTS 1, RTS 2, par exemple, quand il y a une épreuve comme les Jeux Olympiques, etc., RTS 2 fait tout le temps du sport. Moi, je comprends très bien que les gens quand nous diffusons le tournoi de Roland-Garros, il y a des gens qui se plaignent qu'ils ne voient pas le feuilleton Plus belle la vie si un soir on prolonge à 21h ou je ne sais quoi. Je comprends très bien, je respecte tout ça. Oui, je respecte tout ça. C'est des passionnés aussi. Eh bien, voilà. Moi, je respecte tout à fait les gens qui ne s'intéressent pas au sport. Tout à fait. Je veux dire, moi, je m'intéresse pas à tous les sports. Mais je trouve que nos amis suisses, c'est formidable. Il y a un canal qui maintient les programmes habituels et l'autre qui se dédie. Voilà. Quel est ton sport favori en tant que commentateur ? Parce que c'est des sports assez exigeants quand même, entre le patinage. Oui, je pense que c'est celui-là. Le patinage ? Oui, parce que, comme on parlait il y a quelques minutes, la passion pour la musique, pour la danse, pour la chorégraphie, peut-être aussi pour la poésie. Ça marie un peu les deux, oui. Ouais, entre la musique et la chorégraphie. Ouais. Mais c'est un sport énormément dur, non, pour les... C'est un sport extraordinairement ingrat. Où je dirais que le limelight est très très faible par rapport à l'entraînement. C'est-à-dire que l'entraînement, c'est terrible, quoi. Je sais de quoi je parle. C'est des heures et des heures tous les jours. Au petit matin, alors qu'il fait froid. C'est un sport de patinage, c'est un sport d'automne-hiver, hein, c'est pas un sport au mois d'août. Donc je veux dire, c'est un sport très très ingrat par rapport à la petite... au petit moment de gloire. Petit moment de gloire ou de détresse. Ouais, de détresse, oui, tu tombes. Parce que, c'est ça. C'est-à-dire qu'une chute dans un programme court anéantit... Là, on ne voit que ça. Voilà. Mais anéantit une année d'entraînement. Ou quand c'est les Jeux Olympiques, 4 années d'entraînement. Tu te souviens peut-être de l'exemple, bon, ça fait un peu sourire, mais... En plus, elle l'a bien pris, la petite patineuse française, Gabriela Papadakis, elle perd son soutien-gorge. Je ne sais pas si tu te souviens. Je me souviens très bien les images partout. Bon, voilà. Bon, ils étaient vraiment favoris pour le titre olympique. La seule compétition, ils sont 4 fois champions du monde, 5 fois champions d'Europe. C'est-à-dire que la seule compétition qu'ils aient perdu, entre guillemets, je dis bien perdu, entre guillemets, c'est les Jeux Olympiques où ils ont quand même terminé 2e. Ils ont très bien pris la chose. Tu peux imaginer que sans cette histoire de bretelles, qui a laissé sans arrêt de remettre, peut-être, on ne sait pas, aurait été, vu la faiblesse des écarts, était champion. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a 4 ans d'entraînement. Et une vie même qui peut être. Ils sont Europe, monde, etc. Ils ont d'autres titres. Mais. Si la fille, j'imagine que de temps en temps, le soir, elle y pense de temps en temps, c'est assez dur. Ça doit être dur, c'est un truc qu'elle s'en souviendra toute sa vie. C'est assez dur, oui. Et comment vois-tu l'évolution du sport avec tant d'argent qui arrive, la télé, les droits télé, etc. Alors c'est peut-être des sports dont tu t'y intéresses moins, comme le football ou même le rugby, qui a considérablement changé. Je suis quand même assez fier d'appartenir à cette chaîne de service public où le véritable patron est le public, déjà, pour commencer, et puis où le public peut suivre malgré tout gratuitement. Redevance, enfin bon, on va dire,
quasi Oui, mais gratuitement, bon, quoi. Voilà, quasi gratuitement. voilà certains des plus grands événements, pas tous, je suis réaliste, mais enfin certains des plus grands événements. Tu as certainement suivi, il y a une dizaine de jours, nous avons signé le contrat pour les JO de Paris 2024. ouais. C'était pas gagné d'avance. Les gens disent que ça aurait été inconcevable que ce soit sur une chaîne privée. Ça aurait pas été si inconcevable que ça. Aujourd'hui, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est Discovery et non plus l'UER qui dispose des droits. L'UER, c'est l'Union européenne de radio-télévision à Genève, qui effectivement donne aux chaînes publiques, distribue aux chaînes publiques. Aujourd'hui, Discovery aurait très bien pu non, mais surtout le vendre aux plus offrants. Et ça aurait pu très bien être beIN Sport ou autres chaînes cryptées, qui d'ailleurs sont très demandeuses. Bah oui, parce que pour eux, c'est des événements quand même mondiaux aussi. Bien sûr. Et en plus, ils ont tous les canaux pour, ou RMC Sport, etc. Donc, je suis quand même assez fier de travailler sur une chaîne qui propose encore beaucoup de... Pas tous, je suis réaliste, mais beaucoup de grands événements au plus grand. Le Tour de France cycliste est un très bon exemple. Le tournoi de Roland-Garros de tennis aussi est un très bon exemple. Imagine le tournoi de Roland-Garros sur une chaîne cryptée. Enfin, je veux dire, ça n'aurait pas le dixième de l'impact. Et là, tu es dans les starting blocks déjà pour Roland-Garros, je suppose. Oui, c'est dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines. Ouais. Tu travailles déjà? Oui, je suis même allé, oui, bien sûr, parce que déjà la semaine qui précède, je vais aller à la rencontre des... J'arrive pas comme ça, comme une fleur, coucou, c'est moi. Non. Oui, en jaillissant. Surtout qu'aujourd'hui, non. En bilingue, etc. de la boîte. Non, tout ça passe par... Pas mal, non, mais c'est vrai. Ce qui est génial, c'est qu'on voit à la télé, on se dit, voilà, mais... Non, tout ça passe par... n'oseraient pas, quoi. Tout ça passe par une approche en amont, on va dire, qui après facilite beaucoup les choses par rapport aux joueurs et surtout par rapport à leurs managers et surtout par rapport à l'ATP, où il y a eu l'association de tennis professionnel, où il y a eu une évolution que je conteste beaucoup, parce qu'aujourd'hui on éloigne beaucoup les sportifs du public. Si à partir du moment où on les éloigne des médias, on les éloigne du public. Mais c'est tout le système de manager aussi qui a changé les noms, parce que ils sont hyper protégés. Maintenant, beaucoup trop. Beaucoup trop. Même pour eux, c'est peut-être pas une bonne chose finalement. Parce que... Attends, tu vois une fille. En tennis féminin, en plus, c'est un bon exemple parce que le tennis féminin souffre, mais vraiment souffre gravement d'un vrai problème d'identité. C'est-à-dire qu'en dehors de Serena Williams, il n'y a pas une seule chose c'est d'ailleurs pour ça qu'elle continue. Elle a 37 ans, 38 ans, elle est encore numéro top 5 mondial, elle peut encore gagner ce tournoi. Il n'y a pas de relève, et surtout, il n'y a pas de charisme. Il n'y a pas de charisme. Est-ce que tu peux me citer la numéro 1 ou 2 mondiale du tennis féminin? Non, ça, franchement. Voilà. Alep, Azarenka, qui les connaît? Personne ne les connaît. Donc, si tu veux, à partir du moment où il y a... Pour aller vers le public, je sais pas, il me semble que restreindre un peu la protection, que personne n'en veut à ces joueuses. Personne n'en veut à ces joueuses. Au contraire, tout le monde a envie de les voir. Et même chez les garçons, en dehors du top 3, Nadal, Djokovic, Federer, les autres, ils sont tranquilles. Je veux dire, si Silic, dont on parlait, se promène sur les Champs-Élysées, personne va... Voilà. Donc, moi, c'est un pli qui a été pris... c'est comme ça, moi je conteste justement, ça. C'est pas préjudiciable à la poésie du sport. Si. Le sport a une certaine poésie aussi. Si. Moi j'apprends un peu maintenant. C'est ce que tu dois aimer aussi dans le commentaire. J'apprends maintenant à connaître un peu les cyclistes. C'est pas du tout comme ça. Les cyclistes, ils sont, mais alors vraiment comme toi, moi ils sont là. C'est encore des soutiers, les cyclistes. Comment? C'est encore des soutiers quasiment par rapport à un tennisman ou un footballeur. Alors qu'ils font un sport quand même incroyable. Beaucoup plus difficile. Tu vois, il n'y a pas... Il n'y a pas de grosses têtes chez les cyclistes, il n'y en a pas non plus chez les patineurs, ça c'est bien juste de le dire. C'est surtout le football, je ne connais pas trop, mais ce qu'on m'en dit... tu dois regarder quand même, tu dois suivre. Oui, ce qu'on m'en dit, je te vois sourire. Il y a encore certains sports qui ont gardé une certaine forme d'authenticité. Je ne te vois pas jaillir derrière Mbappé d'ailleurs. Non, je ne crois pas. Déjà là, à mon avis, c'est totalement impossible en plus. Impossible. Là, je conteste ça. Enfin voilà, c'est comme ça. Et là, le vélo, donc tu te mets au vélo en commentaire et tout, c'est venu, ça devient une passion. Alors, une comment opportunité. C'était sur France 2, je crois, la course Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, oui. Pas France 2 ou France 3. C'était sur les deux en même temps. C'était sur le parce qu'ils prennent le relais en général. Voilà, et ça c'est très bien. Ça démarre sur France 3, je le suis, et puis après ça passe. Ça c'est très bien. Ça c'est formidable, parce que ça aussi, on est parmi les seuls à faire ça, à switcher quand m'a proposé parce que le public au bord de la route, le cyclisme, c'est un public chaleureux, c'est un public bienveillant, pour employer un joli mot que tu as employé tout à l'heure, c'est un public gai, coloré, international, qui est content d'être là, il n'y a jamais de violence.
Alors qu'ils pourraient, parce que franchement, les cyclistes, ils sont à... Ils passent à 50 cm. Voilà. Même à l'époque de Lance et tout, je veux dire, franchement, c'était quelqu'un qui était assez clivant. Voilà, on va dire ça. Il n'y a jamais eu de comment Il y a eu des menaces, mais jamais de passage à l'acte. En fait. Attends, on ne peut pas vérifier. Il y a des centaines de milliers de personnes qui suivent. Dans l'école, tu vois un peu. Voilà. Et s'il y a quelqu'un qui est avec des mauvaises intentions, avec un poignard ou n'importe quoi. C'est pas difficile, c'est pas possible de l'arrêter, quoi. Enfin bref, et donc je me disais, ces gens-là finalement, on les voit, mais on les entend jamais. Mais moi je vais aller dans le public pour être à leur côté et tout, et ça a beaucoup plu en fait. Et donc je pense que ça. Donc c'est quelque chose que tu vas continuer. Sur le Tour de France, c'est l'idéal parce que là c'est un public à la fois français, international. Il y a les drapeaux, il y a les Néerlandais. Alors bon, naturellement. Puis il y a la caravane. Il y a la caravane publicitaire. Alors ça passe par. C'est énorme. Ouais, c'est une ambiance formidable. Tu vas donner la parole à tous ces gens-là qui viennent parfois 4 jours à l'avance dans l'Alpe d'Huez. Camping-car, je sais, pour avoir une bonne place et tout, c'est totalement incroyable. C'est formidable. C'est une ferveur populaire. C'est formidable. Et gentille. C'est une ferveur gentille. Je trouve pas d'autre mot, attachante. Quels sont les records qui vont tomber encore? Tu sais, il y a certains records un peu mythiques, c'est-à-dire passer en dessous des 10 secondes pour le 100 mètres, etc. Passer en dessous des 2 heures pour le marathon. Est-ce que c'est des choses que tu vois tomber dans un avenir plus ou moins proche? Parce que la science s'y mêle aussi, un peu comme les ovnis d'ailleurs. Donc est-ce que... je ne suis pas un très grand fanatique de la chasse au record. Toi, c'est la beauté du geste qui t'intéresse toujours. Oui, ouais. je ne suis pas un très grand... quelqu'un qui gagne un 100 mètres olympique en 9,90 ou en 9,70, pour moi... Il gagne la course de sa vie, quoi. Il gagne la course de sa vie. Le temps, c'est assez... Je me souviens quand Lavillenie avait battu le record du monde du saut à la perche. Bon, là, c'est différent. C'était en Ukraine, chez l'ancien recordman, chez Boubka. Là, c'était très fort. Mais sinon, je suis plutôt attaché à l'événement. Oui, voilà. Je vois ce que tu veux dire avec Boubka, qui était quand même la légende de ce sport. Donc le fait que ce soit sur ces terres, ça rajoute une dimension. Voilà. Mais sinon, je ne suis pas un grand fanat de la chasse au record. Une dimension épique, comme voilà. Exactement. Voilà. Oui, donc tu regardes toujours tout ça avec un œil de poète, un peu toujours, et de gens qui adorent les belles histoires. J'essaie de trouver de la poésie parfois même où il n'y en a pas trop. Ouais, on va dire ça. Peut-être une certaine forme d'idéalisme. C'est ce qui va sauver notre monde. I hope so. Ah, voilà, un peu d'anglais. Dostoïevski disait « La beauté sauvera le monde ». Nous avons encore un peu de chemin à faire. C'est clair, ouais. On va peut-être y arriver, mais bon. À l'époque de Dostoïevski, qui était un écrivain que j'adore. D'ailleurs, ça me semble difficile de ne pas l'aimer. Je veux dire, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas de machine à écrire. Ni d'ordinateur, il écrivait des chefs-d'œuvre et des longs chefs-d'œuvre. Parce que, bon, comme tu dis, les frères Karamazov et tout, c'est pas. Ah oui, mais tu vois, à l'époque, il n'y avait pas d'image. Non. Ouais. Voilà. C'est comme les grands écrivains français. Comme Hugo. Comme Balzac. Voilà. Je pense d'ailleurs qu'on peut considérer que Hugo fait quand même partie des écrivains mondiaux, quoi. Je pense que l'autre jour, je m'interrogeais sur ce qu'on peut appeler les romans mondiaux. Les romans mondiaux, c'est-à-dire qui concernent tout le monde. Je pense que Les Misérables, voilà. Je pense peut-être que c'est une valeur universelle, comme Guerre et paix. Le roman Guerre et paix de Tolstoï. Il n'y en a pas tant que ça. Ah, il y a peut-être en Chine, il y a des choses qu'on ne connaît pas, mais romans mondiaux, on va dire, il n'y en a pas tant que ça. Avec Guerre et paix, je pense, oui. Les Misérables, du coup... regarde Notre-Dame de Paris d'Hector Hugo. Ça en fait déjà 2. Alors. Ça en fait 2, Et peut-être un Dostoïevski, peut-être, je sais pas. Mais c'est fascinant tout ça. Alors ça, évidemment, pour moi, c'est plus important qu'un centimètre de gagné ou perdu dans un concours de saut en hauteur. Ouais. Oui, remarque, parce que ça a une valeur peut-être plus profonde que... Voilà. En même temps, le sport, s'il n'y avait pas de record, ça serait moins... Oui, certes. Ça fait partie. Voilà. Parfait, Nelson. Écoute, je vais lire ton livre avec grand intérêt. Je suis ravi. Est-ce que ça va? J'espère que j'ai pas fait de réponse trop longue. Non, je vais lire, c'est « OVNI, sommes-nous seuls ?» donc avec un point d'interrogation, donc du coup, ça donne envie. Et c'est chez Michel Lafon. Je vais lire ça avec un grand intérêt parce que
tu m'as donné envie de le lire. Moi, franchement, les ovnis, c'est un sujet qui m'intéresse, je pense que tu le liras avec intérêt. D'ailleurs, il y a des points d'entrée, je veux dire, mais je pense qu'on ouvre des jolies portes. Ça fait quand même 300 pages, ce qui est une petite somme. Bon, en même temps, c'est un sujet qui est tellement vaste. Au départ, on était à moins que ça. On était à 256 pages. Et puis, on a rajouté 2-3 petites choses à la fin qui ont fait un livre d'à peu près 300 pages. Bon, enfin, t'enlèves la préface, etc. Allez, on va dire, je ne veux pas effrayer les gens. Non, mais c'est 280 pages. 280 pages, voilà. 280 pages, c'est très bien pour un sujet. En pas trop petit caractère. Pour un sujet avec beaucoup d'anecdotes et je vois, tu parles même d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac. Exact. Je le feuillette en même temps. Exact. Bon, parfait, Nelson, merci beaucoup. C'est un plaisir partagé. Et puis, écoute, à bientôt. À bientôt, Jean-Pierre. On va se recroiser. Ça fait tellement longtemps. Et j'embrasse tous tes auditeurs. Allez, Nelson, Chine. Jus d'orange et eau. Chers amis, ici la Terre, merci d'avoir écouté ce 9e épisode de Ça reste entre nous avec Nelson Montfort, qui n'a rien d'un ovni télévisuel. N'hésitez pas à nous transmettre avis et suggestions, même s'ils viennent de l'au-delà. Merci également de partager notre programme sans modération. Acast recommends more podcasts, more episodes, more great shows. Keep listening to hear a show we recommend. Hey friends, it's me, Sharon McMahon, longtime government and law teacher and host of the Sharon Says So podcast. Each week on Sharon Says So, I do a deep dive into fascinating historical stories, state by state, to share the history of America that you probably haven't heard. I bring you stories of espionage, sled dog heroes, presidential scandals, changemakers, law defiers, and more. And weekly, I have some of the nation's most prolific thought leaders and creators. We talk about a huge variety of fascinating topics. New episodes of the Sharon Says So podcast are released every Monday, Wednesday, and Friday, and are available on the Acast app or wherever you like to listen. Tune in and subscribe today for your fill of brain-tingling moments. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.